Bonjour mes amis, encore une fois, bonne année 2018. Donc parmi les résolutions que j'ai décidé de prendre, c'était de m'adapter à la réalité. Au lieu de vouloir une réalité différente, c'est m'adapter à la situation telle qu'elle est. Alors je vais vous donner un exemple, une expérience que j'ai vécue dans un train. Le train arrivait en gare et il y a une dame qui me demande très gentiment de l'aider à prendre sa valise qui était sur le porte-bagages. Donc, voulant lui être agréable, je saisis la dite valise, je la tire vers moi, et au moment où elle arrive, où elle quitte le porte-bagages et elle arrive sur mes bras, je réalise un truc absolument épouvantable, c'est que la valise devait peser au-delà des 50 kilos. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans pour atteindre un tel poids, peut-être du liquide ou peut-être des livres ou quelque chose comme ça, mais c'était une valise qui était excessivement lourde. Et au moment où je la prends, elle part littéralement en chute libre. Alors, pour rajouter peut-être un effet dramatique à la situation, si vous savez, si vous avez été dans un train, vous savez bien qu'à ce moment-là, la valise, si elle tombe, elle risque de tomber sur un siège. Le dit siège était occupé par une vieille dame qui était assise en train de lire un magazine. Donc, je me retrouve moi-même tenant une valise qui est en train de tomber en chute libre sur la tête d'une dame. Le poids de la valise était tel que je pense qu'il aurait écrasé la dame en question. Donc, pour vous dire, des fois, il faut s'adapter à la situation telle qu'elle est. Par rapport à la France, ma façon de m'adapter, c'est de considérer la France comme étant un pays musulman. C'est un choix qui a été fait par les Français. Je sais que peut-être pas par toi qui me regarde, mais c'est le résultat de la démocratie française. Démocratie française, j'ai dit démocratie. La démocratie française s'est exprimée de manière telle et de manière très systématique durant les 40 ans. Il ne s'agit pas d'un dérapage des 6 derniers mois. C'est quand même 40 ans d'un système qui est entériné régulièrement par la majorité des suffrages exprimés, qui donne la situation de la France aujourd'hui. Et je pense que moi, ce que je vais faire, je considère la France comme un pays musulman, un peu comme l'Algérie, un peu comme le Maroc. Et puis, j'aimerais quand même que la France, je vais essayer d'aider dans ce sens, et là, c'est là d'où vient mon pragmatisme, c'est que je vais essayer d'aider la France à peut-être aller vers un islam comme celui de Dubaï, au lieu d'aller vers un islam comme celui du Pakistan, celui de la Tchétchénie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cela, parce que si vous regardez, il y a plus de terroristes français que de terroristes de Dubaï. Vous n'avez pas vu, vous pouvez chercher, vous n'avez pas vu un gars de Dubaï, d'ailleurs même un gars d'Arabie Saoudite, hein. Vous n'avez même pas vu un gars d'Arabie Saoudite aller écraser des gens, des bébés, des femmes, des enfants, avec un camion. Ça n'existe pas, cela. Ça, c'est des terroristes français qui le font. Ça, c'est l'expression de l'islam de France. Ce n'est pas l'expression de l'islam des Émirats. Donc, essayez tout du moins, ce que je cherche à vous dire, c'est que au lieu de chercher quelque chose qui ne à vouloir une situation différente de celle qu'elle est, au lieu de vouloir revenir à la France de Louis de Funès ou à la France de Fernandel, que même les Français ont rejeté il y a très longtemps, j'essaye au moins de m'adapter à la situation telle qu'elle est et vouloir essayer de l'orienter vers quelque chose qui est moins pire en réalité. Hein. D'accord. C'est pour vous dire, pour la valise en question, bien sûr, je n'ai pas pu arrêter la valise. La seule chose que je pouvais faire, c'était utiliser euh, la force qui me restait pour la déplacer donc horizontalement, sur le plan horizontal, où elle offrait moins de résistance que sur le plan vertical, bien entendu. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Hein. Donc, j'ai tiré la valise à ma droite et elle tombe où? Elle tombe sur le dossier du siège. Elle tombe sur le dossier des sièges. Elle tombe assez lourdement. La vieille qui lisait, elle était effrayée, elle regarde comme ça, mais comme le siège était assez haut, donc ça n'a pas touché sa tête et on a échappé belle. On s'en est sorti avec une grosse frayeur. Et après, j'ai été aidé par d'autres passagers à prendre la valise et la poser par terre. Donc, c'est ce que je cherche à faire pour la France. Je cherche en quelque sorte à essayer d'amortir le choc. Parce que vouloir dire je ne veux pas d'islam en France, c'est comme dire je veux retenir cette valise qui est en train de tomber. Aucune chance. La France veut l'islam. Je veux dire, elle a goûté. C'est comme la vieille qui a goûté le crack ou un truc comme ça. Tu peux plus l'arrêter, c'est fini. Elle est accro. Voilà. T'as un pays soumis, t'as une religion qui s'appelle soumission. Je veux dire, hein, de quoi parle un soumis quand il rencontre quelqu'un qui veut le soumettre? Il parle de soumission, c'est clair. La France, elle en est là. Voilà, c'est pour ça que je vais essayer peut-être de me déplacer dans le plan horizontal uniquement, parce qu'il y a un peu moins de résistance.
c'est tout. Euh, des, des news qui m'ont frappé un peu, enfin ça me frappe plus, il y a déjà longtemps que ça me frappe plus cette histoire, c'est les pompiers agressés, hein, à coups de cailloux et autres, en France, et on arrive même à voir cela en Belgique. Des voitures brûlées en grand nombre. En fait, si vous voulez, pourquoi on attaque les pompiers? C'est très simple, hein. C'est que les pompiers représentent, dans tout pays du monde, représentent un des rôles régaliens de l'État. Donc, quand vous êtes dans des zones qui sont techniquement en sécession, ce sont des zones qui se perçoivent comme n'ayant rien à faire avec la France, et il y a un camion qui arrive et qui représente, même si c'est un des rôles régaliens, on va dire, les plus positifs qu'un État peut exprimer, malgré tout, il est rejeté. Donc, voilà, ce sont juste des zones que la France et même la Belgique en cela a perdu. Et puis progressivement, bon, voilà, quoi. Il ne restera que des zones vertes, un peu comme en Irak, hein. Il ne restera que des zones vertes, green zones, où bon, voilà, il y aura quelques administrations, quelques privilégiés qui vivront là-dedans, derrière des murs anti-grenades et derrière un certain nombre de checkpoints de sécurité et tout ça. Et puis le reste, bon, ce sera Mad Max, hein. C'est clair, c'est vers ça que ça va. Donc voilà, une autre nouvelle aujourd'hui. Une autre nouvelle dont je voulais vous parler, c'était l'Alberta, hein, l'État d'Alberta, au Canada. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2018 et cet État va augmenter la taxe carbone de 50%. Voilà. C'est ce qui se passe quand on a des hommes politiques qui, au lieu de s'occuper des problèmes qu'il y a devant eux, et généralement même les problèmes qu'il y a devant eux, ils ne les règlent pas, hein, comme les problèmes de chômage, les problèmes de délocalisation, de crise économique, ils cherchent à sauver la planète. Hein. C'est un peu, voilà, ce truc, hein, ils cherchent à sauver la planète. Donc, ils ont augmenté la taxe carbone de 50%. Comme les produits énergétiques comme le gaz, le kérosène, le diesel, l'essence et tout ça sont composés en grande partie de taxes plus qu'autre chose, une augmentation de 50% de ces taxes va créer une augmentation de pratiquement 50% du prix du produit en question. Donc, nous sommes dans une économie, on va dire, globale, extrêmement concurrentielle, où il y a les marges qui sont terriblement faibles. L'Alberta, clairement, ne pourra plus devenir compétitif, hein, dans tout ce qui est production. Donc il faut s'attendre à une délocalisation massive du travail, des industries, des richesses, hein, pour faire simple, vers d'autres régions que l'Alberta. Les gens en Alberta pourront choisir entre se chauffer ou bien manger chaud, hein. Il faut voir. Au sujet de manger chaud et se chauffer, c'est pas juste un exemple surfait comme ça. Pour vous dire, j'ai regardé la météo, il fait moins de 18 degrés en Alberta. Il y a une alerte, il y a Météo Canada qui a émis un bulletin météo, une alerte météo de froid extrême. D'accord? Et c'est aujourd'hui qu'on choisit d'augmenter, basé sur de la fausse science, basé sur de la propagande, basé sur des images d'Al Gore qui s'est enrichi en volant en jet privé d'un endroit à l'autre, en montrant un pauvre ours qui meurt, hein, comme si les ours ne mouraient pas, hein, comme si les ours étaient éternels. Hein. Je peux vous dire, les ours, ça naît, ça meurt aussi. Hein. C'est comme vous, c'est comme moi. C'est pareil pour les icebergs. Hein. Les icebergs, si les icebergs qui ont été créés ces 10 millions dernières années n'ont jamais fondu, la Terre serait un gros iceberg, hein. Il serait au-dessus de nous là maintenant, hein. Il y en aurait sur ma voiture et tout, j'aurais posé la caméra entre deux icebergs pour vous parler, hein. Les icebergs, vous savez ce qu'ils font? Ils se forment et qu'est-ce qui se passe? Ils fondent. Là, des fois, ils mettent des années à fondre. Donc, des icebergs qui se cassent et tout ça. Quand tu vois, j'aimerais juste être gentil avec toi, mais quand tu vois un iceberg en train de se casser dans une vidéo de YouTube, ne fais pas dans ton froc, hein. C'est normal, hein. Ça fait partie du cycle normal. L'iceberg qu'a pris le Titanic, pour peu qu'il ait pris un iceberg, était pratiquement en fin de vie, hein. C'est normal, hein. Ils se forment, puis après, ils vont circuler, des fois pendant des années même. Ils rencontrent des courants froids qui les emportent, puis un jour, ils rencontrent des courants chauds, puis après, ils commencent à s'effriter, à se casser. Et si tu filmes ça, tu verras que c'est en train de se casser, d'accord? C'est normal. Et la Terre s'est toujours réchauffée, a toujours refroidi depuis un temps immémorial, d'accord? Donc, c'est pas nouveau. Maintenant, si tu as envie de priver ta famille de bouffe,
et de te ruiner pour sauver la Terre sur la fausse science, bon, fais-le, quoi. Comme ça, tes seniors auront plus d'espace. Hein, auront plus d'espace pour leur golf, plus d'espace pour que leur rejeton fasse du 4x4 et tout ça. C'est bien, c'est excellent. C'est franchement, des abrutis comme les Occidentaux, j'en ai jamais vu, quoi. Sincèrement, moi, quand j'ai quitté l'Algérie, je vais être honnête maintenant, vous savez, j'ai toujours été, mais des fois je suis obligé de le dire, hein, comme ça que vous sachiez que si j'apparais comme étant rude ou dur avec vous, c'est pas par méchanceté gratuite, c'est juste parce que je suis là pour être honnête. Ça me sert à rien de faire ces vidéos, moi, autrement, si je dois être gentil avec vous. Je vais dire, vous êtes des abrutis, mes amis, c'est incroyable. C'est votre intelligence collective. Alors, c'est vrai qu'individuellement, les Occidentaux peuvent être très brillants. Par contre, quand tu les connectes les uns aux autres, t'obtiens un truc, mais franchement, t'obtiens un QI de 8, quoi. T'as l'impression que le résultat de toutes leurs intelligences connectées, parce que malheureusement, tout n'est pas additif, hein. Vous savez, c'est ça le truc, hein. C'est pas... Tu peux pas juste rajouter des trucs, tu vois. Je cherche un exemple tout simple. C'est, je sais pas, si je prends le vélo et je pars, je ne sais pas, je vais faire Grenoble-Lyon, peut-être je vais mettre 2 heures. Si on est 3 à vélo, on va pas mettre, tu vois, 2 tiers d'heure. Hein. Ça se réduit pas. Il y a des phénomènes comme ça qui ne s'additionnent pas, malheureusement. Donc, tu prends une voiture, je te donne un exemple tout bête. Hein. Tu prends une voiture de 500 chevaux, n'est-ce pas? Tu prends une voiture qui fait 500 chevaux. C'est très puissant pour ceux qui ne s'intéressent pas aux voitures, c'est extrêmement puissant. Et puis, tu prends, je sais pas, tu prends, allez, je vais dire 100 voitures de 50 chevaux. D'accord? 100 voitures de 50 chevaux. Qui va gagner? Qui ira plus vite? Pas les 50 voitures de 100 chevaux, c'est la voiture de 500 chevaux. Tu vois ce que je veux dire? De sorte qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas additives, tu vois. Donc l'intelligence de chaque occidental, une fois que tu l'additionnes, tu ne vas pas obtenir, quelque chose de super brillant, quoi. De sorte que voilà, aujourd'hui, vous êtes en train de devenir la farce de l'humanité, la farce de l'histoire. On parlera de vous un jour, on dira, vous savez, franchement, dans 100 ans, dans 200 ans, on sera mort, nous, on sera plus là. Maintenant, avec l'électronique et tout ça, avec YouTube, je ne sais pas comment ça va tout se tourner dans le futur, mais ce que j'espère, c'est que nos traces électroniques vont rester. Comme ça, des générations futures pourront peut-être nous écouter, n'est-ce pas? Et essayer de comprendre comment l'Occident s'est flingué, comment l'Occident a disparu. Vous savez, moi j'aime tout le monde. Moi, je veux qu'il y ait sur Terre, je veux qu'il y ait des Arabes, je veux qu'il y ait des Juifs, je veux qu'il y ait des Pygmées, je veux qu'il y ait des Occidentaux, des Français, même des Français, tu comprends? Même des Français blancs hétérosexuels. Je veux qu'il en ait, vous comprenez? Je vais allumer cette lumière parce qu'il faut bien. Donc, mes amis, permettez-moi cette sortie un 1er janvier. C'est que franchement, vous êtes des abrutis, quoi. C'est abominable. C'est abominable. Quand vous êtes destroy, vous êtes dans le self-destruction. Vous êtes pratiquement comme ce gars qui a tout tenté. Il a pris des drogues dures, il s'est saoulé la gueule, il a sorti avec des gens, il a pris des risques de MST, il a fait des trucs de malade, il a roulé à 200 km/h ivre. Et puis un jour, quand il a tout épuisé, puis il n'est pas mort, il est toujours en vie, ben il monte au 10e étage d'un immeuble et puis il se met sur le bord, il va se jeter, quoi. Vous êtes comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette volonté de mourir comme ça. Il y a une parole de mort qui est en train de vous animer à l'intérieur et elle s'exprime par, bien sûr, beaucoup de manières. Hein. Il n'y a pas qu'une ou deux façons par lesquelles elle s'exprime, mais le résultat, c'est que ça vous entraîne vers ça, quoi. Ça vous entraîne vers ça. Enfin, je dis pas que nous on est mieux. Hein. Sincèrement, si je commence à parler de nous, on est dans le même style. Hein. Je pense qu'on est tous foutus. Hein. C'est peut-être la fin des temps. Hein. C'est peut-être la fin du monde, vous savez. C'est ça, c'est peut-être comme ça que ça s'exprime. C'est vrai que je vois vous ce que vous êtes en train de faire. Nous, on n'est pas en train de faire mieux, quoi. Vous regardez les pays musulmans, c'est pas le top non plus. Hein. Ils sont très destroy aussi. Hein. Tout le monde est destroy de nos jours. Regardez, je vous donne un exemple. Deuxième guerre mondiale, on arrive pratiquement dans les années 60, 20 ans plus tard. Il y a, comment il s'appelle? C'est Louis Verneuil. La grande vadrouille, elle est de qui?
Lautner, Verneuil, je pariais sur Verneuil, allez. Euh, la Grande Vadrouille, les gars, Louis de Funès et autres, ils rigolaient de cette... Ils tournaient ça à la dérision. Tu ne peux pas rire de la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui. Tu regardes la guerre de sécession aux États-Unis, elle se termine, et voilà, il y avait la paix était revenue entre le Nord et le Sud. C'était pas un problème d'afficher le drapeau confédéré. C'était pas différent que d'afficher le drapeau de Che Guevara. C'était plutôt refaire rebelle, des trucs comme ça. Il y avait des chansons comme la trilogie américaine qui était en train de mélanger pratiquement dans le même chanson des airs ou des paroles de sudistes et des paroles de nordistes. Il y avait une paix quelque part. C'est Rosa Parks, c'était quand Rosa Parks, la nana, vous savez, la noire qu'on a interdit de monter dans un bus à New York. C'était quand cette histoire? C'était grosso modo fin des années 50, 1959, je pense, comme ça. Pourtant, on arrive dans les années 80, même 90, les relations entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, c'était quand même apaisé. Il y avait un équilibre. La guerre d'Algérie, pareil, la guerre d'Algérie se termine en 1962. En 1900, il y a moins de tension. Hein, il y a moins de tension au sujet de cette guerre-là. En 1967, 5 ans après qu'elle se termine, qu'en 2017. Il y a des gens aujourd'hui qui n'étaient même pas nés à l'époque de la guerre d'Algérie, qui aujourd'hui font dans leur froc littéralement en pensant à cette guerre. Ils pleurnichent en pensant à cette guerre. J'ai l'impression que nous sommes dans une époque extrêmement merdique, extrêmement malsaine, où ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas assez de problèmes aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les histoires du passé, on prend les conflits du passé, les guerres, les disputes, les tueries, ce que vous voulez. Tout ce qui est négatif et qui s'est passé durant les 3000 dernières années. On le prend et on le réénergise. Ça fait un peu comme ces fantômes. On prend les momies, hein, c'est des démons en fait. Hein. On prend des momies sous le sol et on va leur insuffler une forme de vie, on va les réénergiser et ça devient des démons mentaux. Alors, il faut savoir que les démons mentaux, ça existe. Hein. C'est, par exemple, tu te disputes avec des gens de ta famille ou autre, et ce que tu fais, ou des amis ou autre, et tu commences à ruminer, tu commences à énergiser ces démons. Tu commences tous les jours à leur donner de l'énergie négative, à se rappeler du moindre mauvais incident, à vivre, à re-énergiser les sentiments négatifs que tu as ressentis avec ces personnes-là. Et au bout de 3 mois, tu arrives à une haine absolument noire qui n'a plus rien à voir avec l'incident de départ. Et cette époque maudite que nous sommes en train de vivre, justement, nous sommes en train de réénergiser toutes les histoires merdiques du passé. Et je ne sais pas où ça nous entraîne. Hein. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas où ça nous entraîne, mais il n'y a rien de bon qui peut ressortir de tout ça. En termes de rien de bon qui peut ressortir de tout ça, je pense à l'Iran. Alors bon, moi je vais être honnête avec vous. Vous savez, je n'ai jamais aimé les régimes des pays, je sais pas comment, j'allais dire arabo-musulmans, mais bon, l'Iran n'est pas arabo-musulman, il est perso-musulman si vous voulez, mais il a les mêmes. C'est un régime battrisme. C'est pas un régime chiite, l'Iran. Vous savez, beaucoup de gens confondent. Il faut que je fasse une vidéo spécifique à cela, mais le battrisme, si vous voulez, est un mélange de sunnisme et de chiisme. Pourquoi? Parce qu'avec le chiisme pur, tu ne peux pas gérer un pays. Pourquoi? Parce que le chiisme est une sorte de un rejet en soi, en lui-même, dans sa nature, dans son ADN. Il a le rejet des hommes de pouvoir. Or, si toi, tu veux devenir un homme de pouvoir, dans une société chiite, c'est clair que tu vas te faire maudire avant même, au moment où tu prononces que tu es un homme de pouvoir, les enfants commenceront à te maudire. Donc, l'Iran a dû prendre, le régime iranien, le régime des mollahs, est un régime batterie. Et d'ailleurs, vous regardez sur YouTube, pour ceux qui parlent en arabe, vous regardez il y a même des vidéos en perse aussi, vous regardez les prédicateurs chiites les plus durs, c'est incroyable ce qu'il raconte sur le régime iranien. Quoi. Il rejette avec virulence le régime iranien. Okay, donc, le régime iranien est batterie, mais ce n'est pas notre question aujourd'hui. Parce que le régime iranien a dû prendre dans le sunnisme ce qui lui permet de légitimer son propre pouvoir. C'est ça, parce que dans le chiisme, il n'y avait pas. Et ce que, moi, ma sensibilité, c'est que j'ai toujours
je n'ai jamais respecté ces régimes-là, que ce soit le régime de l'Iran, mais que ce soit aussi le régime de saoudien ou algérien ou tunisien, autre. Je n'ai jamais respecté ces régimes-là. Et j'ai toujours rêvé que ce régime s'éloigne et laisse place à peut-être une vraie forme de démocratie. Ça, c'est quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai vieilli un peu. Et sans nécessairement soutenir ces régimes, je commence à les considérer comme un moindre mal. Vous voyez un peu la situation dans laquelle je suis. C'est-à-dire que je ne fais plus confiance à la société, on va dire musulmane, pour être elle-même la source d'une émanation démocratique. Ce n'est plus possible, je ne pense pas. Je pense que la société dite musulmane, chaque fois qu'elle va retirer le monstre qui est à sa tête, elle va remplacer par un autre monstre et on regrettera le précédent, c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça que bon, j'observe ce qui se passe en Iran, mais je ne suis pas particulièrement excité. Moi, je suis pour le changement, mais je veux qu'il soit dans la paix, je veux pas de mort, je veux pas que qui que ce soit tire sur qui que ce soit, ça a l'air d'être un... Et voilà, c'est tout. Avec l'Iran, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est un scénario à la syrienne. Ça signifie qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible que nos amis américains, ou même français ou autres, on voit des djihadistes sur place, comme ils ont fait en Syrie, parce qu'en Syrie, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par un mouvement de foule, comme en Tunisie, comme en Égypte, et ce qui était tout à fait louable. Et moi, j'ai soutenu ce mouvement au départ, parce que je souhaitais le départ de Assad. Moi, Assad, je veux dire, j'avais pas d'atome crochu avec lui. Hein. Pour moi, c'était OK qu'il parte, qu'il soit remplacé par peut-être une autre équipe, choisie réellement par le peuple, dans des conditions normales. Assad a remplacé son père à la base. Mais après, je me suis réveillé. Je me suis réveillé la réalité de la société arabe, qui a cette capacité d'engendrer des monstres à chaque fois. Et des djihadistes sont débarqués, ils ont commencé à tirer. Bon, ils peuvent tirer sur la foule, ils peuvent tirer sur la police. Et après, tout le monde a l'impression qu'on lui tire dessus. Et puis après, ça part en merdier. Donc j'ai peur d'un scénario pareil en Iran, c'est tout. Hein. C'est ça. Des djihadistes peuvent se mêler au peuple et tirer sur la police. La police va riposter à l'arme lourde. Hein. Et puis après, bon, ils vont laisser des centaines de personnes sur le carreau. Ou bien l'inverse. Hein. Ils vont du côté de la police tirant sur la foule. Et voilà. Et puis, pour créer les guerres, hein, c'est comme ça, les guerres, il faut les amorcer. Hein. Il y a une amorce. Il y a une amorce qui est lancée. Une fois que la guerre est lancée, après, continuer à l'entretenir avec de l'argent, des armes, des mercenaires qui viennent de partout et tout. Hein. Classique, hein. Rien vraiment de nouveau. Hein. C'est pas... voilà. C'est tout. Je voulais juste vous parler comme ça, un peu à bâton rompu. Hein. Je crois que c'est la deuxième vidéo que je fais à bâton rompu. Je sais que ça part dans tous les sens, mais ça correspond à des sentiments que j'ai au fond de moi. Des fois, j'ai des trucs extrêmement pointus. Et j'ai envie de parler de cela, et des fois, je partage avec vous ce qui se passe dans ma tête, comme aujourd'hui. À bientôt, mes amis, et puis bonne année encore, malgré tout.